Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Alors, nous discutons avec l'excellente Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Elsie, bonjour. Bonjour. Écoute, concernant le fameux débat sur l'immigration puis l'initiative du siècle, 100 millions de citoyens pour l'an 2100, les gens, on est séparés en deux camps. Il y a le camp des gens qui disent les chiffres sont vraiment inquiétants, on a des raisons légitimes de craindre ce qui va arriver au Québec. Et il y a le camp arrêtez de paranoïer, vraiment, vous êtes complotistes et vive l'immigration. J'ai lu ce que tu écris aujourd'hui et visiblement, tu te situes dans le premier camp. Ben oui, c'est certain. Puis, en fait, ce que j'espère pour le Québec, c'est qu'on va on va pouvoir s'inspirer de ce qui se vit finalement en Europe présentement, où on a un peu mis sur le tapis ces débats-là et on a justement un peu, caricaturé les deux camps, si on veut, et donc on n'a pas pu avoir de débat intelligent là-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis de droite ont monté en flèche et c'est ça, c'est des débats qui sont très clivants. Je pense qu'au Québec, puis ça, c'est une chose que je m'obstine à dire, c'est que le Québec est un pays accueillant. On est une province accueillante depuis toujours. On a toujours dit oui à l'immigration. J'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois qui semblait dire « Ah oui, les boat people sont arrivés, les Italiens, les Portugais. » Ben oui, on est content. On a toujours été content au Québec d'accueillir les gens. Donc, ceux qui essaient de faire passer les Québécois là, pour un peuple fermé, rapetissé, xénophobe, raciste, etc., c'est totalement faux. L'enjeu, c'est de dire, est-ce que les chiffres annoncés par le fédéral qui sortent absolument de nulle part, d'un chapeau, je veux dire, ils se sont dit, 100 millions, wow, ça sonne bien. Ben là, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, ça n'a même pas été discuté avec personne. Puis là, il y en a qui disent, oui, mais c'est même pas adopté comme politique. Ben, je m'excuse, mais c'est ça qui s'applique en ce moment. Ils ont même dépassé l'objectif qui est 500 000 par année. Ils ont accueilli 1 million de personnes l'an passé. Oui. Puis je vois pas comment on peut penser que le Québec va pouvoir survivre à ça. Là. Elsie, deux de nos collègues, Yasmine Abdel-Fadel et Thomas Mulcair, disent toujours il faut faire attention avec l'émotion. Il faut parler, c'est de la dynamite, l'immigration. On peut en parler, mais il faut mettre l'émotion de côté. Le débat est trop émotif. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je pense qu'ils ont raison, c'est sûr. C'est sûr que effectivement, quand on en parle, parce que c'est sûr que moi, par exemple, ça vient me chercher au cœur, parce que toute ma vie, dans le fond, j'ai espéré, j'ai travaillé, puis en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire encore, à l'épanouissement du Québec, que ce soit au niveau international, mais ici même, tu sais, donc ce que François Legault parle, l'enrichissement du Québec à tous égards. Donc, c'est sûr que ça vient me chercher de me dire, ben écoutons, tu sais, si on amène des masses d'immigrants, puis que la culture française n'existe plus, parce que c'est ça aussi l'enjeu. En fait, fondamentalement, c'est pas juste le nombre de personnes. Oui, il faut penser où on va les loger et tout ça, mais c'est d'être capable de survivre en terre d'Amérique en français. Ben, c'est certain que ça vient me chercher. Puis je pense que ça vient pas chercher d'une manière émotive ces personnes-là, parce que, bon, eux, je pense qu'ils semblent moins préoccupés par cette chose et qu'on parle anglais ou moins ou pas. Tu sais, je fais remarquer que Thomas Mulcair a quand même milité, que j'aime beaucoup Thomas Mulcair, ceci dit, mais il a quand même milité pour les anglophones de Montréal et du Québec dans les années 80-90. Et il est quand même près de ces mouvements-là qui pensent que les anglophones sont menacés au Québec, tu sais, je veux dire. Donc, il n'y a pas la même préoccupation, je pense, par rapport au fait français. J'étais en débat avec lui hier à la Joute, puis pour lui, il n'y en a pas de problème. Donc, tout va bien. À Montréal, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que les gens parlent en français, connaissent le français. Mais moi, j'essaie de lui expliquer, c'est bien. C'est sûr que c'est un grand pas en avant, là, que les enfants de la loi 101, puis que tout le monde parle français. Sauf que si dans leur vie du quotidien, ils ne parlent pas français, ça sert à quoi, ultimement? Ils partagent pas un destin collectif. Moi, je trouve ça triste. Écoute, il y a des gens, et j'en fais partie, et à lire ton texte aujourd'hui, peut-être que tu en fais partie, je pense que tu en fais partie aussi, qui disent que
tout ça, le 500 000 immigrants par année, puis comme tu le dis, on l'a dépassé l'année passée, là, il y a une volonté consciente là, de vouloir noyer le Québec. Et c'est peut-être ça là, qui cause problème. Il y a des gens qui disent, hey, là, vous tombez dans le complot. Ils veulent avoir plus d'immigrants seulement parce qu'ils veulent que le Canada devienne plus fort sur la scène mondiale. C'est pas une histoire de vouloir noyer le Québec. Vous êtes des complotistes. C'est quoi ta réponse à ça? C'est sûr que je suis partagée parce que ce que je pense, c'est que ultimement, le Canada est en train de tracer sa voie, peu importe ce qui se passe au Québec. On n'existe même plus dans leurs calculs. C'est ça qui est encore plus triste. Parce que dans la chronique que j'écris aujourd'hui, moi, j'écris tel père, tel fils. Donc, Justin Trudeau poursuit l'œuvre de son père. C'est que quand Pierre Elliott Trudeau était au pouvoir, il y avait une obsession envers la nation québécoise, un nationalisme et cette volonté d'émancipation des Québécois. Donc, il a tout fait. T'sais, il a menti aux Québécois à l'occasion du référendum de 80 en leur disant un non veut dire oui. Donc, on allait réformer le fédéralisme canadien pour que le Québec trouve sa place dans le Canada. Puis, il a rapatrié unilatéralement la Constitution. Et l'objectif ultime et la conséquence grave, c'est que en ayant un nouveau pacte où le Québec a perdu son droit de veto d'une part, mais en amenant la Charte des droits et libertés, ça faisait en sorte que le Québec était une minorité comme une autre. Donc, tout le concept de la naissance du Canada avec le bas et le haut Canada, donc l'union des Canadiens français, des Canadiens anglais, le pacte des peuples fondateurs a été anéanti. Donc ça a été la première chose. Et tranquillement, pas vite, le Québec a effectivement perdu sa place et son poids dans les débats canadiens. Donc maintenant, à Vancouver ou à Toronto ou en Alberta, on s'en fout un peu de ce que pense le Québec. Mais à la limite, Elsie, ce que tu dis, c'est encore plus inquiétant parce que c'est-à-dire que, tu sais, avant, les premiers ministres, les gens qui voulaient être premiers ministres du Canada, ils devaient se mettre à genoux devant le Québec et nous promettre plein de choses pour gagner leurs élections. Là, tu es en train de nous dire que le Canada peut tracer sa voie, comme tu disais, en se foutant totalement de nous autres. C'est ça. Donc, j'adhère aux deux visions dans le sens que je pense que le Canada fait ça pour lui-même. Et c'est totalement légitime comme pays souverain. Là, je veux dire, si c'est ça son projet de société, le Canada, une politique exponentielle là, au niveau de la population, bon, c'est une chose. Donc, il le fait pour lui. Mais hop, ça sert pas les intérêts du Québec, tant pis. Puis, à la limite, oui, j'irais jusqu'à dire qu'il y en a que ça fait bien leur affaire. Et je pense que Justin Trudeau, j'ai de la difficulté à penser qu'il le fait sciemment, mais j'en viens quand même à penser parce que ça se peut pas qu'un gars qui est né ici, qui est québécois, là, qui se prétend québécois, voit cette situation-là, puis ne réagisse pas. Donc, j'en viens à penser que c'est dans cette idée d'affaiblir effectivement la nation francophone canadienne là, et donc québécoise, parce que, tu sais, on voit l'exemple clair, je suis là-dessus, du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, il y avait une force francophone qui faisait en sorte que tu ne peux pas te faire élire le premier ministre du Nouveau-Brunswick ou dans un parti sans la force francophone, c'est terminé. Donc maintenant, ils peuvent élire un premier ministre qui n'a pas besoin du Québec et c'est presque ça au Canada. On n'a presque plus besoin des sièges du Québec pour pouvoir gouverner. Puis on l'a vu avec les conservateurs de Stephen Harper. Là. Mais il y en a un qui excuse-moi l'expression, il y en a un qui est fourré ben raide, c'est François Legault, parce que sa stratégie d'aller demander de nouveaux pouvoirs au Canada et de renforcer le Québec au sein de la Fédération, ça fait patate, là. C'est ça. C'est bien évident parce que là, François Legault, je veux dire, bon, là, il est fédéraliste, il croit au Canada, il veut pas de chicane avec le fédéral. Mais François Legault, rappelle-toi, il nous a bien dit que le rôle premier du premier ministre du Québec, c'était de préserver là, la langue française, la culture francophone au Québec. Il a dit ça, c'est au-dessus de tout, de toute chose, bien avant l'enrichissement économique du Québec et tout. Donc là, dans une perspective comme celle-là, hier, il fait quand même un certain aveu quand il dit c'est le Québec qui va choisir le nombre d'immigrants qui entrent au pays, au Québec. Mais une fois qu'il a dit ça, puis c'est là où le titre du Journal de Montréal est exactement ça, c'est le piège canadien, parce on fait face à deux options qui sont terribles. Une où on suit pour avoir un poids politique au sein du Canada, donc on augmente nos ratios et là on fragilise le français. Puis de l'autre côté, si on garde les ratios bas, on perd un poids politique. Puis le poids politique est important pour recevoir notre part des programmes canadiens, pour avoir une influence sur la destinée du pays, etc. Tu sais, le Canada pétrolier, par exemple, nous, ça ne nous convient pas
Mais peut-être que si le Québec, là, tu sais, les pipelines qui passent à l'échelle du pays, c'est parce que les Québec, tu sais, donc, c'est pas juste au niveau de la langue française, c'est aussi tu sais, de notre vision du développement Et, d'un État. Puis, en tout cas, et qu'est-ce que j'ai tu remis penses aussi en question cette idée de qu'est-ce que tu penses de l'option de Maria Mourani? Faites des enfants. Est-ce qu'on ah, est dû pour une ben là, politique nataliste au Québec et retourner les femmes dans la ben là, cuisine? ben c'est ça, là, tu sais, je trouve ça un petit peu c'est drôle parce que Maria Mourani a fini sa vie comme députée du NPD, puis là, elle nous sort de politique plus à droite conservatrice. Ah. Donc, je pensais vraiment avec des pincettes. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on peut mettre en place des politiques tu sais, familiales, là, tu sais, comme on a vu, par exemple, les congés parentaux, les CPE. Donc, c'est des politiques qui amènent les femmes sur le marché du travail, mais qui ont eu un impact positif sur les taux de natalité. Donc, on peut le faire, là, mais je pense pas que c'est, je sais pas, là, très progressiste de proposer ça En tout cas, excellente à ce chronique. moment-ci. Pierre Elliott et Justin Trudeau, tel père, tel fils. Et en terminant, la CAQ va déposer un projet de loi pour hausser de 30 000 le salaire des députés. Est-ce que tu es pour ça? Ben oui, je suis pour ça. Je suis absolument pour ça. Je veux dire, les députés québécois, je comprends que, tu sais, si on regarde la moyenne des salaires au Québec, on peut se dire, bon, ben, tu sais, ils sont déjà gras durs, sont bien payés. D'ailleurs, Mhm. ça m'étonne pas tellement que Québec solidaire soit contre ça, parce que à Québec solidaire, tu sais, c'est comme moi, là, j'ai été élue, j'avais 25 ans. Je terminais ma maîtrise. J'avais déjà eu un emploi, donc tu sais, je gagnais quand même bien ma vie. J'avais quand même un beau curriculum vitae, donc je savais que j'allais, en tout cas, j'espérais aller loin dans la vie. Mais je disais, je gagnais quoi, 100 quelques mille? Hey, j'étais là, ouh, je suis riche, je me prenais presque pour une millionnaire, tu sais. Donc, puis Québec solidaire, c'est un peu ça, je trouve, c'est que je trouve qu'il manque de maturité par rapport à ça. Si on veut attirer les meilleurs talents en politique à un moment donné sur le marché de l'emploi, là, si on veut avoir les gens dans la fleur de l'âge, parce que sinon, ça fait quoi? Si on n'a pas des salaires attractifs, ça fait qu'on a des jeunes. C'est Mhm. correct d'avoir des jeunes, tu sais, ou des gens avec moins Mhm. Mhm. d'expérience, ou des gens qui viennent du milieu communautaire. J'ai pas de problème avec ça, ça en prend. Mais ça prend un Parlement aussi diversifié. Moi, quand je me suis battue pour la conciliation famille-travail, puis la place des femmes en politique, c'était ça, c'est de dire, ça nous prend des jeunes parents, ça nous prend des femmes, ça nous prend des jeunes, mais ça prend aussi des gens plus vieux. Puis là, si on n'a pas des salaires attractifs, ben on a des jeunes, puis ils sont super contents, hein, ils se pensent, comme je disais, pour des très riches. Puis on a des gens en fin de carrière, comme des Christian Dubé, des Fitzgibbon, etc., des François Legault, qui sont indépendants de fortune et donc qui vont en politique pour redonner, ce qui est très bien aussi. Mhm. J'ai pas, tu sais, ça prend ça. Mais tous les gens du milieu là, qui sont dans Mhm. la, tu sais, je sais pas, 30, quarantaine, là, où c'est le moment où tu es dans ta force brute au niveau professionnel, ben ces gens-là iront pas en politique. Donc, non, non, Mhm. c'est vraiment un Mhm. rattrapage. D'autant plus que je regardais les chiffres, puis le Québec, on va être à 139 000. Le fédéral, là, ben peut-être qu'eux exagèrent un peu, mais ils sont rendus à 194 000. Donc, je veux dire, on était très, très loin. On Mhm. était aussi en deçà de ce qui se fait Colombie-Britannique, Alberta, Ontario. Donc, je pense qu'il était temps. Puis aussi, il ne faut pas mélanger parce que j'ai vu dans les articles, on parle là, notamment des allocations de dépenses qui s'ajoutent. Ça, c'est un 30 quelques mille. Mais c'est une allocation de dépenses, Mais- effectivement, qui est comme ajoutée sur la paye du député. Mais c'est parce que l'Assemblée nationale a décidé d'arrêter là, que les députés envoient des factures, tu sais, le compte de dépenses, envoie sa Mhm. facture d'Internet, de restaurant, de taxi, puisqu'à un moment donné, ça n'en finissait plus. Mais les frais qu'encourt un député dans ses déplacements, dans sa Ben oui. circonscription, entre les circonscriptions, Ben c'est oui. énorme. Les frais, par exemple, de logement à Québec, je veux dire, tu payes déjà ton hypothèque ou ton loyer à Montréal, mais tu peux pas aller payer un deuxième loyer à Québec. Donc, les frais d'allocation, c'est ça qu'il y a là-dedans, c'est les frais de Mais cellulaire, tu sais. Donc, l'affaire on qui a peut pas l'air le fou compter un comme le peu, salaire. Elsie, c'est que, tu sais, ils se votent eux-mêmes leur propre augmentation de salaire. C'est pour ça que ça a l'air bizarre C'est pour ça. certaines personnes, là, mais bon, en même temps, c'est ça qui est ça, là. Ben, ils ont mis des gens là, à la retraite là, bon, qui sont retirés. Moi, je pense que c'est correct. Puis là, après ça, on parle aussi de revoir la retraite des députés. Non, mais la retraite des députés, là, c'est parce que à Ottawa, par exemple, Jean Lapierre, bon exemple, il a été élu très jeune. Ben, après 2 mandats, puis c'est même pas 2 mandats complets, après 6 ans, tu avais droit à ta pleine pension et tu avais ta pension au moment où tu n'étais plus député. Donc, il y a des gens à l'époque qui avaient des retraites, là. Tu étais député pendant 8 ans, je sais pas moi, à 30 ans. À 38 ans, tu avais ta pleine pension là, pour le reste de ta vie. Ça avait Wow! aucun sens. Donc, ça a été changé. Maintenant, ils ont le droit de prendre leur retraite, je sais pas, là, 55, 60 ans, je sais pas. Donc, au fédéral, c'est encore la même chose. C'est que tu fais un mandat et demi.
donc 6 ans, et tu as droit à ta pleine pension à 55 ans ou 60, là, j'ai pas le chiffre. À Québec, c'est au prorata de ton nombre d'années d'élu. Donc, si tu es élu 6 ans, 7 ans, c'est juste ces années-là que tu auras quand tu prendras ta retraite à 55 ans. Donc, moi, je trouve ça normal que l'élu paye une plus petite partie que ce qu'on connaît dans les régimes normaux, parce que dans le fond, ils ne seront pas là longtemps. Puis il faut penser que quelqu'un qui se présente en politique va souvent avoir 1 an ou 2 après pour se replacer, pour trouver un nouvel emploi, donc des années perdues aussi là, pour investir dans son régime de retraite. Donc, je dis pas qu'ils sont à plaindre, mais je dis pas non plus là, qu'ils sont... Donc, tu sais, le salaire va être de 131 000. Moi, je connais bien des gens là, dans la quarantaine qui travaillent là, dans des postes un peu partout au Québec, qui gagnent bien plus. Puis si on compare avec les élus municipaux, si on compare avec les élus fédéraux, les fonctionnaires, des chefs d'entreprise, mais aussi des gens qui dirigent des organisations de chambres de commerce. Un président de chambre de commerce, un PDG va gagner du 150, 175 000. C'est normal. Si on veut attirer des gens qui ont des grosses pointures, il faut faire ça, effectivement. Toujours super intéressant de te parler chaque semaine. Elsie Lefebvre, merci. Bon week-end. Bon week-end. Bye. Gilles Proulx. Bonjour,